Bienvenue au webinaire Incompréhension, sentiment d'exclusion et réponse institutionnelle, l'Europe si proche, si loin. Avec nous ce soir, Nora Hamadi, journaliste habituée des plateaux TV, mais ce n'est pas exactement ça qui va retenir notre attention aujourd'hui. Durant le confinement, nous avons pu suivre la fantastique série de podcasts On est ensemble. Nora m'a dit, vous êtes aussi rédactrice en chef de Fumigène Mag, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Vous faites en fait au quotidien preuve d'un engagement dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, dans votre vie publique. Et cet engagement, il a surtout pour vocation de faire bouger la cité. Malheureusement, pour faire bouger la citadelle, alors évidemment l'expression n'est pas de moi mais bien de Nora, hein. Attention jeu de mots, pour faire bouger la citadelle, Nora, présentatrice de Vox Pop sur Arte, malheureusement nous semblons très très loin de la Vox Populi, Vox Dei. Et avec nous ce soir un autre représentant des territoires, mais territoires ruraux cette fois-ci. Bonsoir Benoît Biteau, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, député européen vert, membre de la commission agriculture, pêche, développement. Vous vous présentez comme un paysan agronome résistant, représentant de l'agriculture durable. Donc, on retrouve chez vous aussi ce même engagement de faire bouger la cité, mais cette fois-ci en siégeant dans la citadelle, puisque vous êtes député européen, depuis cet été 2019. D'où notre troisième intervenant, qui est un spécialiste de la citadelle, Édouard Godeau, avec presque 10 ans d'expérience au Parlement européen, particulièrement actif pendant le grand débat national et les consultations citoyennes sur l'Europe. Hors confinement, une vie engagée entre Paris et Bruxelles, mais avec beaucoup de zigzags quand même, en banlieue, en zone rurale, en ville moyenne, en grande école, en petite école. Un casting de rêve, donc, pour venir parler de ce discours européen qui est très très loin de s'adresser à tous et pour lequel de trop nombreuses personnes se sentent exclues. L'intérêt aujourd'hui, ce n'est pas seulement de soulever ces problèmes, c'est important de qualifier les problèmes, c'est surtout, j'aimerais aujourd'hui que vous nous expliquiez les solutions que vous apportez, vous, au quotidien, dans votre action. Alors Nora, le 28 avril dernier est sorti un essai à la fois acide et émouvant. Les bicots ne savent pas nager, chronique d'une haine séculaire. Alors, je vais vous mettre le lien en commentaire de suite. Dans cette chronique, j'ai vraiment été marquée par ce terrible sentiment d'exclusion dont les jeunes que vous accompagnez font la preuve. En fait, Benoît, en ce qui vous concerne, vous luttez pour un modèle agricole vertueux qui est loin d'être majoritaire dans la pratique et qui, en plus, apparaît comme loin des préoccupations de Bruxelles, comme peut-être aussi des populations que vous représentez en région. Édouard, par contre, il a fait le chemin inverse, si je peux me permettre, hein, c'est-à-dire qu'il a laissé la citadelle pour se rapprocher des populations, a priori hors de ce champ de réflexion de l'Union européenne. Alors, évidemment, si on part du principe qu'il y a un niveau de technicité particulier en matière de construction européenne, cela rend particulièrement compliqué l'intégration à ces questions de populations qui semblent déjà elles-mêmes écrasées de toutes parts. Alors, on peut garder cet ordre. Nora, d'abord, ce sentiment de population qui se sent écrasée et comment est-ce qu'elles peuvent se sentir concernées par la construction européenne, en fait, tout simplement. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que le niveau d'écrasement, je dirais, il s'additionne. C'est parce qu'on est écrasé par sa structure nationale, par ses institutions, par un schéma institutionnel dans lequel on ne se sent pas représenté, que la dimension européenne vient ajouter en fait une dimension d'écrasement. Enfin, il n'y aurait pas de possibilité de créer un lien direct avec la dimension européenne si on n'a pas déjà de lien direct avec ces institutions nationales ou avec ces leviers de représentation. Et la difficulté, moi je le vois dans les quartiers populaires où je fais des actions depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est qu'on a affaire à une population qui est déjà très éloignée
même pas juste des centres de pouvoir, mais déjà de la capacité de concevoir qu'elles ont des leviers et des rapports de force pour faire valoir leur simple accès au droit. Voilà. Dans l'accès au droit commun, hein, c'est même pas juste, c'est juste de l'accès au droit commun. On a affaire ici à des populations tellement éloignées des leviers de pouvoir que de fait, on a des disparités énormes entre les gens qui vivent dans des quartiers populaires, dans des banlieues, même si j'aime pas ce terme, puisque du coup, banlieue vient ça c'est le lieu du ban, c'est là où on est banni. Et donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir en fait que on peut pas créer ce lien-là, encore moins avec une Union européenne qui est lointaine pour la plupart des gens, quand on vient encore plus d'une zone qui est reléguée, qui souffre de plusieurs types de relégation sociale, spatiale, économique, etc., etc. Donc là-dedans, moi, quand j'écris cette espèce de cri de colère qui sont les beacons savent pas nager, pour replacer dans le contexte, il y a un jeune homme qui tombe à l'eau à l'île Saint-Denis et qui est poursuivi par la police. Et on entend sur une vidéo qui a été prise le policier dire de toute façon les beacons ne savent pas nager, et il finit par être récupéré et tabassé dans ce... Enfin, on entend qu'il aurait subi des coups, etc. Et je décris quoi en fait là-dedans? Que au-delà des beacons ne savent pas nager, qui est en fait une expression qui est en prise directe avec l'histoire coloniale française, avec le massacre du 17 octobre 61, etc. Voilà, on est dans le fil d'une histoire où du coup, l'aspect de rejet d'une partie de la population française, en fait, il est ancré dans la mémoire collective, à la fois dans les corps institutionnels que sont la police, la gendarmerie, etc., etc., mais à la fois chez ces jeunes gens qui sont issus, en fait, c'est la troisième, quatrième, cinquième génération de cette histoire coloniale dont on est encore en train de reproduire les schémas de structuration et de division. Et donc là-dedans, beaucoup sont malheureusement encore en quartier populaire, et tout ceci vient alimenter un sentiment de rejet dont on est tous responsables collectivement. Il y a le rejet par les institutions, mais il y a aussi le rejet de la part de gens qui sont peut-être plus inclus de ces groupes sociaux qu'on estime comme étant indignes d'être inclus. Voilà. Donc c'était un peu le coup de colère que je faisais dans ce papier voilà, qu'il vaut mieux lire. Mais de fait, ce qui est assez intéressant, c'est que cette dimension-là qu'on a nationalement, et ben, la dimension européenne, elle vient s'ajouter à cela. Merci. Benoît Biteau, un commentaire en ce qui concerne les populations plutôt rurales et peut-être villes moyennes aussi accessoirement, parce qu'en tant qu'élu originaire de Charente-Maritime, vous avez quand même un œil sur les villes dites moyennes aussi de ce point de vue-là. Oui, oui, et puis après, je suis aussi élu régional, hein, donc j'ai été vice-président d'une région qui était la région Poitou-Charentes à l'époque. Aujourd'hui, je suis conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine pour encore une petite année. Et donc forcément, on est concerné aussi par des plus petites villes que les grandes cités comme Lyon, Paris, bien sûr, Marseille, enfin voilà. Même si dans la région Nouvelle-Aquitaine, on a quand même la ville de Bordeaux, qui est quand même une ville qui commence à être importante, mais on a des villes plus petites, qui restent des préfectures, comme La Rochelle, Poitiers, Angoulême, par exemple, pour ne parler que de celle-ci. Après, sur le sujet de la ruralité, effectivement, on présente l'Europe toujours comme un peu lointaine. En réalité, sur les sujets de ruralité, l'Europe, elle est très présente. Et j'aime bien d'ailleurs faire la dichotomie entre ruralité et agriculture. C'est-à-dire que une des composantes de la ruralité, c'est l'agriculture, mais la ruralité n'est pas que l'agriculture. Et dans les politiques européennes qu'on conduit sur les territoires, il y a cette dimension à la fois d'accompagnement de l'agriculture, mais aussi du développement rural, dans ce qu'on appelle le second pilier de la PAC, avec des fonds dédiés pour essayer de soutenir le développement rural qui
ruralité qui, sur fond d'exode vers les villes, justement, a vu disparaître des services publics, de la population et donc de la vitalité, tout simplement, sur les territoires, parce que la population s'est retrouvée vieillissante, sans activité, et donc on voit comment on commence à amorcer un cercle vicieux. Et donc, finalement, les politiques européennes, qui transitent par les régions, d'ailleurs, hein, donc c'est là la cohérence de pouvoir avoir un regard des politiques publiques qu'on peut conduire sur les territoires ruraux, après avoir été vice-président d'une région, conseiller régional et maintenant député européen, quand on sait que l'Europe s'appuie principalement sur les régions et ensuite sur un autre niveau qui sont ce qu'on appelle les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, on voit bien qu'il y a un tuyau là favorable pour essayer de faire du développement rural. Mais cette structure qu'on présente extrêmement lointaine, quand on parle aux citoyens, si on faisait un micro-trottoir dans ces petites villes ou au monde rural, on a effectivement l'impression que cette Europe est très lointaine, sûrement parce qu'on ne connaît pas un peu le rôle qu'elle peut jouer, sûrement parce que aussi elle intervient rarement en direct des politiques publiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours entre l'Europe et le bénéficiaire final, il y a toujours un intermédiaire ou l'État ou les régions, si on parle du développement rural ou même de l'agriculture, ça participe à l'éloignement ou à cette sensation d'éloignement de ce que peut être l'Europe. Mais en vérité, elle est très présente. Sur la ruralité, je l'ai dit, par rapport à des niveaux de développement rural qui font qu'on arrive à faire des choses avec des fonds européens justement pour éviter la désertification de ce monde rural et donc la perte d'un certain nombre de services publics. Hein. C'est la vocation des fonds européens qui sont pilotés par les régions. Mais sur le sujet agricole, c'est encore plus prégnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'agriculteurs, je peux dire même que je n'en connais pas du tout, qui aujourd'hui peuvent dire que leur entreprise économiquement peut tenir la route si les aides PAC s'arrêtent, par exemple. La politique agricole commune, c'est en fonction des situations entre 40 et 120% du revenu de l'agriculteur. Et donc, cette structure qui est pourtant vécue comme, ou cette institution qui est souvent vécue comme une institution extrêmement éloignée de notre quotidien, quand on est agriculteur, elle est en réalité omniprésente parce que c'est une des ressources économiques importantes de la structure. Et c'est là où il y a sûrement effectivement un déficit de communication, de compréhension, de pédagogie, je ne sais pas comment il faut le qualifier, pour qu'on retrouve le rôle important que joue l'Union européenne dans la vie quotidienne de ce monde rural et de ce monde agricole. Je rappelle que la politique agricole commune à l'Union européenne, c'est 38% du budget total de l'Union européenne. Donc, c'est le plus gros budget mobilisé sur une activité qui est celle de l'agriculture. Et c'est le dernier budget intégré, la dernière politique intégrée plutôt de l'Union européenne. Donc, c'est dire si le poids de l'Europe est important dans le développement rural et dans le développement de l'agriculture. Après, pour apporter des solutions, moi je pense qu'une des façons de mieux vivre la façon dont l'Europe intervient à la fois sur le sujet agricole ou sur le sujet, ou pour faire bouger les lignes sur la ruralité, c'est que je pense qu'il faut replacer ces enjeux-là dans un véritable débat de société. C'est-à-dire que le principal écueil des raisons pour lesquelles on ne mesure pas toujours bien le poids de l'implication de l'Europe sur ces sujets-là, c'est que parce que la PAC, la politique agricole commune, s'adresse aux agriculteurs, on confine le débat dans une sphère agricolo-agricole qui ne concerne qu'une partie infime de la population. La population agricole, c'est moins de 2% de la population totale aujourd'hui. Et donc, du coup, au motif que ces aides sont des aides agricoles, on les confine dans un débat agricolo-agricole. Et donc, du coup, les 98 autres pourcents qui peuvent se sentir concernés ne le sont pas parce que ce débat est confiné. Et en réalité, il faut vraiment replacer ce débat-là dans un débat de société parce que c'est beaucoup d'argent public et donc c'est tous les contribuables qui participent à alimenter cette enveloppe. Et donc, forcément, quand on est contribuable, on doit se sentir concerné par la façon dont on utilise cette enveloppe et puis rappeler les fondamentaux de l'agriculture. C'est produire la nourriture qu'on va manger tous les jours et donc ça nous concerne tous. Et puis, l'agriculture est une activité qui occupe 70% des territoires tout autour de nous. Et donc, à ce motif-là, elle façonne des paysages, elle impacte la biodiversité, elle impacte les ressources.
l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, elle impacte le climat parce qu'elle participe au changement climatique, et elle peut aussi endiguer le changement climatique si on l'oriente autrement. Et donc, je pense que le principal écueil pour mieux comprendre le rôle que peuvent jouer les politiques européennes sur ces sujets-là, c'est qu'on confine le débat dans un débat de spécialistes qui d'ailleurs reste très conservateur. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à bouger les lignes de la PAC, parce que c'est un débat très conservateur, alors qu'il faut vraiment replacer ce débat-là dans un véritable débat de société. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité sortir de mon monde rural et aller monter à la citadelle pour essayer justement de sortir, de bousculer un peu les conservateurs sur ces sujets-là. Merci Benoît. Je reviendrai sur cette question du monopole de la connaissance sur certains sujets. Édouard, on voit bien qu'il y a une incohérence entre part de budget, population active concernée par cette part de budget, part de population qui se sent exclue. Comment interpréter ça de par ton expérience institutionnelle et de terrain, du coup? En fait, merci beaucoup, Élise, de faire cette transition, parce que avant d'avoir une expérience institutionnelle, j'étais prof. Et je me souviens très très bien, par exemple, dans ma classe de seconde à Saint-Martin-d'Air, donc on est en banlieue de Grenoble, en avril 2002, plutôt que de parler de la montée de l'extrême droite, sur lequel j'avais pas grand-chose de plus à ajouter par rapport à mes élèves, en revanche, j'ai parlé d'Europe, puisque ça faisait partie des sujets fondamentaux. Et donc, j'ai organisé, dans la foulée de ce qui venait de se passer, j'ai organisé une petite réflexion dans la classe sur l'Europe. Et j'ai découvert un clivage que je ne soupçonnais pas, en fait. J'ai découvert un clivage entre les bons et les mauvais élèves sur l'Europe. Entre ceux qui sont tout à fait à l'aise dans leur basket, ils n'ont pas une idée particulière de l'Europe, puis ils s'en fichent, et puis les autres aussi d'ailleurs. Mais en revanche, ça ne leur fait pas peur. Ça leur fait pas peur, pourquoi ? Parce qu'ils sont tranquilles, ils savent qu'ils vont avoir des bonnes notes, des diplômes, ils savent que s'il y a une nouvelle langue à apprendre, ils savent l'apprendre, etc., etc. Alors que tous les autres, et parmi eux, il y avait des élèves qui, je me souviens en particulier d'une élève qui était tombée amoureuse d'un Allemand, donc on ne peut pas vraiment dire qu'elle n'était pas européenne. Mais eux, en revanche, leur rapport avec l'Europe, c'était que c'était un grand machin un peu bizarre et qu'ils ne se sentaient pas très à l'aise avec ça. Et on a ce genre de clivage par rapport aux phénomènes auxquels on est confronté sur quasiment tous les sujets. C'est-à-dire, est-ce que soi-même, on se sent à l'aise pour répondre aux défis qu'il y a dedans, qu'il contient, que ce défi soit un défi d'intégration politique européenne, que ce défi soit celui des changements économiques, de la mondialisation ou du changement culturel dans une société ouverte, parce que tout cela, en fait, c'est la marche de l'histoire. Est-ce qu'on est capable d'y répondre ? Est-ce qu'on se sent armé pour y répondre ou pas ? Là, il faut bien reconnaître que sur la question européenne, ce qui est une question qui vient nous chercher, en fait, sur ce genre de sujet, eh bien, on réveille ce genre de clivage. Pourquoi ? Tu l'as dit tout à l'heure à propos de la technicité. En gros, on légifère, Benoît, je ne sais pas si tu auras ce genre d'expérience, mais on légifère au niveau européen sur les dispositifs de viande verticale. C'est quoi ? C'est les kebabs. Les dispositifs de viande verticale. Alors évidemment, ce n'est pas le boulot du citoyen nécessairement d'aller mettre le nez directement sur les propositions de texte. Il y a des journalistes, il y a des médias, etc. Mais peu importe, on légifère sur les dispositifs de viande verticale. Voilà, bon, en fait, il s'agissait de voir si on pouvait avoir des kebabs ou pas. Enfin bref. Et puis on légifère dans 24 langues. Et les documents sont pas. C'est une richesse incroyable. Voilà, exactement, c'est formidable, plus le catalan, etc. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que j'ai accès à l'information ? Alors, si c'est le Parlement européen, normalement, oui, j'ai accès dans mes 24 langues officielles. Mais ensuite, est-ce que j'ai ma langue régionale ? Ça peut être un sujet. Est-ce que je suis capable de comprendre, même dans ma langue, ce qui vient d'être dit, c'est ce que je viens de dire. Et puis surtout, et c'est beaucoup plus important à mes yeux, tous les systèmes représentatifs fonctionnent sur des déficits démocratiques, tous. Parce qu'à partir du moment où il y a de la représentation, il y a du déficit. Les seuls qui fonctionnent de façon directe, c'est quand on vote à main levée sur la place du village ou sur la place de Genève, où on est à peu près 30 000 à l'époque de Rousseau. Mais c'est tout. Après, il faut faire confiance. Et faire confiance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se sent proche. Et tout est dans la confiance dans les institutions. Et on le voit, la crise qu'on a au niveau institutionnel
en France et qui se retrouve dans plein d'autres pays aujourd'hui, eh bien, en fait, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête aux frontières de la France. C'est comme le nuage de Tchernobyl, elle continue. Eh bien, la crise, elle frappe toutes les institutions, que ce soit des institutions globales ou des institutions évidemment supranationales comme l'Europe. Et donc, on a ce problème avec l'Europe, c'est qu'elle est faite, en fait, elle est à la fois très, très proche, mais très étrange. Et ce qui est très étrange devient très vite très étranger. Et c'est exactement le sujet qu'on a. C'est-à-dire que si notre système français faillit, on ne va pas dissoudre la France. On peut éventuellement dissoudre la République, mais on ne va pas dissoudre la France. On reste quand même en familiarité. Et même si on ne comprend pas bien comment ça se passe, on ne dénie pas la légitimité de ce qui se passe. Alors que lorsqu'on ne comprend pas la légitimité de ce qui se passe au niveau européen, le premier réflexe est évidemment celui du rejet. Et moi, je ne trouve pas ça illégitime. C'est un problème avec lequel c'est un problème de plus, un problème démocratique de plus. Et c'est là où je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Benoît. Il faut faire en sorte que tous les débats européens soient des débats de société, pas simplement des débats entre techniciens qui comprennent ce que c'est qu'un dispositif de viande verticale, mais entre tous ceux qui sont capables de mettre de la politique, de faire de la politique avec ça. Et ça, c'est très récent, ça fait seulement disons une quinzaine d'années qu'on est dessus. Et je pense qu'on va revenir dessus parce qu'il y a des acteurs très importants pour ça. Merci. Avant de revenir sur cette question du monopole de la terminologie, hein, je ne parle même pas des raisonnements institutionnels, hein, on peut juste se concentrer déjà sur la terminologie. Tu as donné un bon exemple, Énoir. Il y a plusieurs interrogations, hein, déjà rapidement. Nora parle surtout disons-le franchement, de populations qui sont issues de plusieurs cultures, pour beaucoup, qui ont binationalité pour certains, ce qui a priori devrait être une arme supplémentaire pour ne pas avoir peur de l'Europe. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème dans le discours européen, en particulier peut-être transmis par les journalistes? Du coup, de l'intérieur, il y a peut-être quelques éléments à nous apporter en tout cas. Et puis pour Édouard et Benoît, toujours cette question de la communication, mais l'Europe communique si mal que ça. Pourquoi communique-t-elle aussi mal? J'ai quelques éléments de réponse, mais plus pour le côté technique et institutionnel en tout cas, mais au niveau des discours, voilà, ce décalage encore une fois entre l'impression en haut de la citadelle qu'on fait attention aux populations parce qu'il y a une certaine part du budget qui est consacrée à ces populations, alors que en fait ces populations ne se sentent pas concernées ou se sentent exclues ou ont l'impression de subir une pression de cette citadelle. Nora, peut-être d'abord avec... D'abord, pour répondre, Élise, à ta première question sur la dimension identitaire, c'est vrai que quand on évoque ces populations spécifiques en fait, qui sont issues des vagues migratoires et ça partout en Europe, moi, ce que je constate dans les ateliers que j'ai pu faire, que ce soit en zone rurale, en zone urbaine, mais toujours avec des gens, avec des jeunes gens beaucoup qui sont plutôt issus de quartiers populaires et qui ont des identités multiples. J'ai une théorie, et je l'ai toujours vérifiée, c'est que l'identité, c'est comme les lasagnes. Et en fait, on en fait toujours autant de couches qu'on veut. Kebab, lasagne. Donc voilà, exactement. Viande verticale, ah ben voilà, tu vois, moi je parle lasagne et l'Union européenne parle de dispositif de viande verticale. Voilà. Donc quand je parle lasagne à des gamins... Quand je parle lasagne à des gamins d'une quinzaine, vingtaine d'années et qu'on fait ça en fait dans le cadre d'un voyage où on les emmène, que ce soit en Grèce, en Italie, en camp de réfugiés, en camp de Rome, voilà, moi j'ai fait pas mal de choses sur les questions de droits humains au niveau européen. Autant te dire que les mômes, on a fait ça à Calais, on a fait ça à Tourcoing, on a fait ça dans la jungle, on a fait ça en quartier populaire sur l'accès aux droits et la notion de droit commun, sur les contrôles aux faciès, sur les discriminations. En fait, cette capacité à s'identifier aux problématiques que tu peux avoir à l'autre bout de l'Europe, à partir du moment où tu fais en sorte que ces gosses, tu les prends de leur environnement et tu les emmènes ailleurs pour voir à quel point cette réalité, elle est perceptible et elle est... voilà, ils peuvent véritablement l'expérimenter, ils deviennent européens.
ils deviennent européens parce qu'il n'y a pas plus simple pour faire de toi un Européen quand tu les fais jouer au foot dans un camp de Rome avec des Allemands d'origine syrienne avec qui ils parlent arabe. Alors ça, je peux te dire que l'étage de lasagne supplémentaire, en 5 jours, c'est fait. En 5 jours, c'est fait. Donc, en fait, voilà, cette dimension-là, je pense que c'est aussi parce que, comme tu le disais bien, il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre pour cibler ces populations-là, mais on ne sait pas les cibler. Et donc, ça s'adresse à quoi? Quand tu sais qu'un Erasmus touche un pourcentage de la population qui est déjà potentiellement inclus et qui n'en a pas, je ne vais pas dire qu'elle n'en a pas besoin, Erasmus est génial, sauf qu'à un moment, il va falloir faire en sorte, bon, on a commencé avec Erasmus+, etc., mais il va falloir commencer à accompagner ces populations qui sont le plus éloignées en fait, de cette dimension inclusive, de voyage, voilà. Tu leur parles de Schengen, ça ne leur parle pas. Pour beaucoup, certains, leur seul voyage, je ne vais pas schématiser, hein, pour beaucoup, leur seul voyage, c'est de retourner un peu au bled, un an sur 2, et le bled n'étant pas forcément un pays européen. Donc en fait, c'est comment tu arrives à créer ça, sachant qu'il y a déjà cette dimension internationaliste presque dans leur vision du monde, dans leur capacité à passer d'une langue à l'autre. C'est des gamins qui, moi, dans les ateliers que j'ai, ils peuvent parfois gérer 3-4 langues, voilà, tout à fait. des dialectes, etc. Sauf qu'on n'a jamais pu leur dire, on n'a pas été en capacité de leur dire et de leur faire comprendre que ça aussi était une richesse dans notre acception en fait de la bonne langue à avoir dans un monde globalisé où du coup si tu n'es pas en anglais, en allemand, éventuellement un peu en espagnol ou en chinois, tu n'es pas en termes d'employabilité, le lingala ça sert à rien. L'arabe c'est pas, non c'est faux. Donc en fait le truc c'est comment on arrive à recréer des dispositifs inclusifs pour faire en sorte que cette identité supplémentaire qu'est l'identité européenne qui viendrait se fondre dans ce magma qui fonctionne très bien pour beaucoup en fait. Voilà, c'est quelque chose en fait qu'il faut à mon avis repenser, mais en étant beaucoup plus ancré sur les territoires et en laissant aux opérateurs la capacité en fait d'agir. Voilà, faut mettre de l'agilité. Qui n'a jamais fait en fait un dossier de demande de sub sur des opérations européennes pour les jeunes? Honnêtement, moi j'ai lâché l'affaire, je n'en peux plus en fait. Entre ça, les demandes, le suivi, le pilotage, le renvoi, les pièces, honnêtement, ça devient... Enfin, voilà, on sait. Oui. Quand il ne faut pas obligatoirement une institution de référence, une grande université. Voilà. Quand tu es, en fait, un centre d'action sociale dans la banlieue, enfin, dans le pays neversois de la Nièvre, et que tu veux faire un truc avec 15 gamins venus de cité, plus quelques gitans ou roms en fait du coin, plus voilà, mais que du coup tu n'es pas adossé à une grosse structure ou compagnie, tu as intérêt à avoir des relais politiques ou alors de pouvoir en fait mettre le nom d'une cocotte comme moi, tu vas en disant notre marraine c'est Nora Hamadi, vous pouvez la voir machin, me faire des lettres de... Pour combien? Pour 8 000 €, hein. On parle de quoi? Enfin, en fait, bon, bref, ne me lancez pas sur ces trucs-là parce que moi, je suis intarissable. Donc, de fait, ça, c'est sur la dimension identitaire. Et après, sur la dimension plus l'Europe est-elle en capacité de communiquer correctement vis-à-vis de ces publics-là? Absolument pas, puisque, on va y aller cash, elle n'est déjà pas capable de communiquer correctement vis-à-vis des journalistes qui sont censés faire en sorte de retravailler et de faire de l'intermédiation sur ce discours. Je vais raconter, moi, quand je me suis vraiment spécialisée sur les questions européennes, j'arrive en pleine crise grecque et on me dit, alors je suis une grosse nulle en écho, j'arrive à peu près à concevoir un peu des trucs, mais j'ai quand même besoin d'un peu de temps. Et là, j'arrive en pleine crise grecque et là, on me dit, va falloir que tu nous fasses un papier sur les spreads, sur les machins, je suis là genre, de quoi on parle? J'ai appelé la commission, autant vous dire en fait que je me suis dit, ok, donc en fait, ça ne sert à rien, ce n'est pas d'eux que je vais réussir à obtenir une quelconque dimension pédagogique sur ces questions. Ils ont commencé à faire un peu de progrès, mais quand on continue à appeler des trucs le semestre européen, bon, voilà. Alors, ajoutez à ça le fait qu'il y a globalement aussi une part de, allez, fainéantise, je vais être gentille, de la part de certains confrères, en fait, qui considèrent que l'objet européen est complexe, ce qui est vrai, mais au même titre que le parlementaire français est complexe. Pour avoir fait 10 ans de travail parlementaire, je vous mets au défi
de couvrir un projet de budget rectificatif ou le PLFSS. Voilà, c'est complexe. Sauf qu'en fait, cette dimension, cette capacité qu'on a à se projeter dans ces textes-là, au niveau européen, on ne l'a pas. Donc, de fait, il y a cette dimension de manque de savoir sur les questions européennes chez les journalistes français. C'est moins le cas en Allemagne, c'est moins le cas en Belgique. Voilà, nous, on fait partie des pays où on est vraiment à la traîne. Il n'y a pas spécifiquement dans les écoles de journalisme de dispositif de formation sur ces questions. Moi, je fais des interventions, mais extrêmement courtes, en fait, sur quelques écoles. Autant vous dire que vous ne faites pas du journalisme européen sur une journée ou 2 jours. Ce n'est pas suffisant, mais malheureusement, c'est souvent ce qu'on a. Et après, il y a aussi une pression de la part de chefferies qui considèrent que l'Union européenne, en fait, ne fait pas d'audience. Et quand on part du principe que l'Union européenne ne fait pas d'audience, ce qui n'est pas vrai, On le voit avec la série Parlement. Hein. On le voit avec la série Parlement. Moi, je vais prendre ma propre émission, Vox Pop, le dimanche. On est entre 500 000 et 600 000 téléspectateurs. Alors, certains vous diront que oui, ce n'est pas les audiences de grandes chaînes. On n'est pas sur du 8 millions, certes. Mais réussir, en fait, à mettre 600 000 personnes devant la télé chaque dimanche, c'est quand même déjà pas dégueulasse. Vous ne pouvez pas dire que ça intéresse personne. Et de fait, depuis la crise grecque, depuis les élections européennes, mais ça, Edouard nous en parlera, il y a une forme aussi d'européanisation des débats qui permet en fait de se figurer une scène politique transnationale qui commence à émerger et qui crée en fait de l'intérêt chez les confrères. Moi, on ne m'a jamais autant invité sur des plateaux télé pour parler, pour raconter ce qui se passe chez les voisins que depuis 2 ans. Donc, on sent que les choses bougent, mais il manque encore beaucoup de potentiel, de gens qui se spécialisent un peu sur ces questions, parce que oui, c'est vrai, c'est pas simple. Et après, il y a aussi un effort de communication à faire de la part des institutions, mais ça, c'est pas mon sujet. T'es muté. C'est à moi de parler, c'est ça? Oui, excusez-moi, oui. Oui. C'est ce que je suis en train de faire, mais la souris était partie loin. Oui, bah, il y a effectivement des choses qui ne sont pas contestables. L'exemple du dossier à monter, c'est pas que pour emmener des gamins, c'est aussi, moi, dans ma vie, j'ai été fonctionnaire et j'ai installé un jour où j'ai monté un programme LIFE européen. Voilà, c'est un temps plein pendant 6 mois pour réussir à monter un programme LIFE. Donc, c'est l'illustration de la difficulté et ça nécessite effectivement des capacités de ce qu'on appelle l'ingénierie qui fait que ceux qui sont armés, qui ont des compétences techniques, sont plus facilement en capacité de réussir le dossier. Il y a aussi, et c'est un vrai sujet, on le voit là en cette période de Covid où beaucoup organisent des conférences en ligne. Moi, j'ai organisé des conférences en ligne avec des gens qui sont issus du monde rural justement, et la fracture numérique, elle nous éloigne aussi de l'Union européenne parce que pour rester connecté avec l'Union européenne, qui est un grand territoire, eh bien, le numérique est déterminant. Et donc, sur les territoires ruraux, force est de constater que la fracture numérique participe à entretenir cet éloignement de l'Union européenne. J'ai pris ces deux exemples-là parce que je pense que ce dont on parle, c'est un problème d'appropriation. C'est-à-dire que pour réussir l'appropriation, il faut, à l'inverse de l'éloignement, réussir cette proximité. Et tout à l'heure, il a été question de la notion d'appartenance. On a l'impression d'appartenir à la France, à notre pays, même si on pouvait bousculer la République, ça resterait toujours la France et on resterait français. Et donc, il faut créer les situations favorables à ce qu'on se sente au moins autant européen que citoyen d'un pays adhérent de l'Union européenne. Et là, ça convoque cette dimension d'appropriation. Et une des raisons pour laquelle, parce qu'il ne faut pas l'occulter non plus, une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à réussir cette appropriation pour une certaine part de la population, c'est qu'à côté du discours très européiste, ou en tout cas un peu comme moi, europhile, et qui croit que l'Union européenne est une réponse
sur la base ou sur le socle qu'a permis l'émergence de l'Europe par les pères fondateurs, de constituer ce territoire pacifié, en tout cas en paix. Et depuis que l'Europe existe, on peut considérer que cet objectif-là est atteint, avec des ambitions économiques, d'abord avec le charbon et l'acier, ensuite avec l'agriculture. L'Europe a réussi à relever ces défis-là. Donc il y a quand même des réussites qu'il faut entendre. Sur l'actualité du moment, se rappeler que si on n'avait pas de directives cadres européennes sur l'eau, sur l'air, la situation, si elle était confiée de façon disparate à chacun des États membres, je ne suis pas sûr qu'on arrive à des résultats aussi intéressants que ceux auxquels on est arrivé aujourd'hui. Donc, il faut regarder ça. Mais à côté de ça, à côté de ce message positif, très européiste, de gens qui sont convaincus par la nécessité d'être européens et de s'approprier cette dimension continentale, il y a le discours alternatif. Le discours alternatif souvent simpliste de ceux qui nous proposent de nous replier sur nos territoires nationaux. Et il existe ce discours-là. Et Nora parlait de paresse, moi j'ai envie de parler de la paresse intellectuelle, c'est que ce discours-là, qui est souvent un discours simpliste, s'adresse à des gens qui consomment le discours sans prendre trop de hauteur, sans prendre trop de recul, avec des propos simplistes, démagogiques, pour ne pas dire populistes, même s'il faudrait qu'on s'entende sur ce que veut dire populiste, et qui a de l'emprise sur un certain nombre de personnes, et en particulier ceux qui se sentent oubliés de l'accompagnement européen, qui se sentent oubliés du développement quand ils sont sur des territoires ruraux où ils n'ont pas Internet pour regarder comme tout le monde ce qui s'y passe. Et donc ce discours-là, il accroche sur ce genre de population et il participe à éloigner cette part de la population de l'Union européenne. Et ce discours-là, il existe aussi, et Édouard le sait, il existe aussi dans l'hémicycle européen. C'est-à-dire que sur la partie droite de l'hémicycle, on a des gens qui sont là non pas pour construire l'Europe, mais pour la détruire, pour la dessouder dans la citadelle de Nora. C'est-à-dire qu'au milieu de la citadelle, il y a ceux qui sont là pour la construire, pour essayer de la rendre plus belle, de la rendre encore plus la cinquième sociale, plus environnementale, plus écologique, plus climatique, voilà, sans parler d'une formation politique. Et puis, il y a tous ceux qui sont là pour essayer de la tuer en la cisaillant à la base. Et ceux-là, ils sont là aussi dans la citadelle. Donc, ils sont dans la citadelle, ils sont aussi à l'extérieur. Et ceux qui regardent ça de loin peuvent sombrer, se laisser attirer par ce discours qui ne participe pas à la construction européenne, qui ne participe pas à l'appropriation de l'Union européenne et qui ne participe pas justement à ce qu'on se sente européen au moins autant qu'on se sent appartenir à un pays. Et je pense qu'il ne faut pas occulter le pouvoir de nuisance de ce discours-là à l'extérieur de la citadelle, mais aussi à l'intérieur de la citadelle, parce qu'il apporte une capacité de nuisance. Moi, je me rappelle, juste pour vous donner un exemple, on a échoué cet été sur un vote qui consistait à apporter notre solidarité à ceux qui tentent de traverser la Méditerranée, donc d'apporter une solidarité européenne. On a échoué sur cette mesure de solidarité pour apporter les secours nécessaires aux réfugiés qui traversent la Méditerranée sur des radeaux de fortune, pour 2 voix. Et ces 2 voix-là, elles sont, bien sûr, ça fait enrager quand on perd d'aussi peu, parce qu'en plus, il y avait des députés qui n'étaient pas là au moment du vote, donc là, ça fait encore plus enrager. Mais c'est la preuve que dans cette construction européenne, ceux-là qui avaient ciblé ce vote-là pour montrer qu'ils avaient une capacité de nuisance, il ne leur a pas manqué une voix, ils étaient tous là. Et donc, j'attire l'attention sur, il y a le discours qu'on doit rendre audible pour que tout le monde se l'approprie, et donc on doit faire cet effort de pédagogie et de communication, mais il y a aussi le discours inverse qui est extrêmement nuisible et qui participe à déconstruire le discours positif. J'imagine que c'est à moi parce que tu es encore en mute, Élise. J'ai un arrière-fond
Ouais, on a vu, c'est très mignon. En fait, je pense qu'on est au cœur du sujet. On a un énorme problème avec la communication institutionnelle. Et quand je dis énorme, c'est même pas un problème, c'est carrément c'est une catastrophe. La communication institutionnelle a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'elle est institutionnelle. Donc, par définition, elle est dépolitisée. Et à partir du moment où elle est dépolitisée, elle est systématiquement accueillie par un public qui veut de la politique comme quelque chose de problématique. Soit c'est de la propagande, et c'est de la propagande pour l'institution, soit c'est du mensonge. Or, on a effectivement un grand moment de défiance à l'égard de toutes les institutions qui ne touchent pas uniquement l'Union européenne, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais qui touchent toutes les institutions. Grosso modo, nous vivons dans l'ère du complotisme, mais le complotisme, c'est la partie émergée de l'iceberg. Tout profondément, on a une crise de confiance dans les institutions. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'Europe, avec des pro-européens, ils parlent de pédagogie. Il faut être pédagogique, il faut communiquer de façon pédagogique. Et l'exemple que j'ai en tête, il est toujours le même, et c'est fascinant. En gros, leur truc, c'est « mais si on expliquait aux gens qui sont quand même un peu cons, ils trouveraient l'Europe formidable ». Bah, écoutez, je vais vous donner un exemple. Lorsque la série Parlement a été publiée, on a eu droit à tous ceux qui sont les sachants de l'Europe, qui sont montés au créneau en disant c'est pas pédagogique, ça donne une très mauvaise image du Parlement européen, et puis c'est pas comme ça que ça se passe, et puis qui c'est ces gens, et puis de quoi ils se mêlent, et puis c'est à nous de le faire. Mais franchement, ces gens-là sont largement plus dangereux que les fascistes. Ces gens-là, en fait, détruisent de l'intérieur les choses qu'ils défendent. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, Benoît, hein, j'ai absolument rien en commun avec les gens que tu viens de décrire, mais il y a au moins une chose pour laquelle je voudrais remercier nos amis fascistes. Ça fait 20 ans que cette frange de la population politique nous aide en fait à repolitiser l'Europe. C'est-à-dire qu'à force de systématiquement refuser la communication institutionnelle, à force de systématiquement questionner, alors évidemment le simplisme de tous nos problèmes viennent de Bruxelles et de l'islam, ça finit par faire vomir à la fin. Mais fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Il y a eu un mouvement en fait de réappropriation, non pas de l'Europe, c'est là où je suis d'accord avec toi Benoît, il y a un sujet là, mais de la question européenne, c'est-à-dire du débat sur l'Europe. Et donc cette repolitisation, elle a forcé tous ceux qui étaient dans le confort ouaté de leur connaissance de l'Europe, parce qu'ils avaient un master du Collège d'Europe, ou parce qu'ils étaient des spécialistes ou des techniciens de Bercy, ou etc., ça les a forcés à prendre de la distance par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire, et donc à sortir un peu de la citadelle. Alors pas très bien, hein, on est d'accord, on est encore loin du compte. Mais les réactions sur le Parlement le prouvent. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de voir cette série, je vous encourage, elle est très drôle. Mais la politisation, en fait, elle a permis de faire en sorte que des sujets qui étaient des sujets consensuels. Je vais donner un exemple qui nous plaît beaucoup à nous écologistes, c'est celui du commerce international. Le commerce international, il a fallu au moins une quinzaine d'années depuis Seattle, en fait, pour que ça devienne enfin à nouveau un sujet politique. Le consensus de Washington, le consensus que le commerce international, le libre-échange, c'est bon pour tout le monde, était extrêmement difficile à ébranler. Et c'est alors aussi grâce aux écologistes, et c'est aussi grâce à l'extrême droite, hélas, mais quand même, que ce sujet a été progressivement repolitisé. Et cette repolitisation permet de gagner des batailles. Elle permet de gagner des batailles parfois qu'on pensait perdues d'avance. Un exemple de bataille qui a été gagnée dans une des mandatures précédentes, la bataille sur l'ACTA, elle a été gagnée grâce à une mobilisation des citoyens, principalement d'Europe centrale. C'était assez amusant parce que c'est principalement venu de Pologne et de tous les pays qui avaient connu justement une censure officielle. Elle a permis de faire tomber l'accord du Parlement européen sur l'ACTA. Très bien. Bon, alors ensuite, ça va revenir sous une autre forme, hein, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la politisation. Cette politisation, elle est indispensable. Et c'est là où tu as raison, Nora, d'insister sur la construction progressive de cet espace politique, parce qu'on la voit, ce sont des signaux faibles. Mais pour leur donner encore une publicité une dernière fois, lorsqu'on a des affiches de propagande électorale où on voit Matteo Salvini et Marine Le Pen dire « nos idées arrivent partout en Europe », on a affaire à des gens qui sont déjà dans l'européanisation de la politique. Ils avancent plus. Alors que nous, en 2012, on avait la campagne d'Eva Joly qui critiquait le soutien d'Angela Merkel à Nicolas Sarkozy. En gros, les fachos sont plus européens que les écolos. Non, ils ont compris
qu'on ne pouvait pas non plus, même pour gagner le pouvoir dans la nation, même pour détruire l'Europe, on ne pouvait pas se contenter de faire de la politique simplement nationale. C'est quand même à front renversé et c'est fascinant. Et donc, je crois que toutes les formes de politisation du débat, tu parlais de débat de société, toutes les réappropriations du débat qu'on peut faire au niveau européen sont les bienvenues. Elles sont même nécessaires, elles sont indispensables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un jugement de la Cour constitutionnelle allemande, il trouve sa place dans nos journaux. Alors les journaux télévisés, je ne sais pas parce que je ne regarde pas assez la télévision pour vous le dire. Non, Voilà. non. Mais dans nos journaux écrits, en tout cas déjà. Donc la prochaine étape, c'est que ça fasse aussi son chemin dans les journaux et les médias dits grand public, dans lesquels justement on nous parle trop souvent de pédagogie et pas assez de politique. Oui, mais parce que là où je te rejoins, tu as raison, mais en fait, c'est comment réussir à créer ces espaces dans le même temps qui nécessitent de faire un peu de pédagogie et donc de permettre, moi j'ai quand même souvenir d'un échange avec un représentant de la Commission européenne qui me disait non mais on sait très bien que ça ce sont des débats pour nous les sachants, m'incluant dans non mais oui non mais voilà et c'était dans le cadre, enfin je me souviens très bien de cet échange puisque c'était 2014 avant les élections européennes où du coup on nous avait réunis une grappe de journalistes sachants en nous disant bon voilà, enfin nous ce qui nous intéresse en fait c'est de rester entre sachants. Enfin, c'est aussi ça. Et quand tu évoquais tout à l'heure la manière dont un professeur du Collège d'Europe avait jugé Parlement, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait les résistances elles sont des deux côtés. Il y a quelque chose de l'ordre de l'institution qui veut garder son pouvoir, mais dans une dépolitisation terrible. Ça me renvoie en fait à l'ère Barroso qui disait ma commission elle est technique, elle n'est pas politique. Et en fait, on est encore là-dedans, j'ai l'impression. On commence à en sortir, mais la crise nous permet d'en sortir parce que pour gérer des crises, il faut remettre du politique. Il n'y a pas que de la technique. Alors, on sait très bien faire de la technique, mais on voit bien, et c'est ça qui est intéressant sur ce qui s'est passé à Karlsruhe et la manière dont on est amené à en débattre. Et je salue par exemple un canard comme Libé qui a fait le choix aujourd'hui de faire... oui, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Voilà, 4 pages autour de ces questions. Bon, ça a le mérite en fait de mettre ça sur la place publique. Maintenant, c'est où est-ce qu'on va dans alors la pédagogie, j'aime pas trop ce mot, mais dans la capacité de tous à s'approprier en fait ces questions-là. Voilà. Et pour ça, effectivement, il va falloir une part de pédagogie, mais d'abord auprès des journalistes qui vont devoir se spécialiser sur ces questions, au même titre qu'on a des journalistes qui suivent les questions sociales, qui suivent les questions politiques, qui suivent les questions diplômes ou autres. Ben là, en fait, on a besoin de spécialistes des questions européennes. Et le problème, c'est qu'on se rend compte que, eu égard à la masse d'informations produites, à la masse de législation, etc., du nombre de scènes nationales et des enjeux politiques qui se nouent derrière, et c'est quand même pas simple, on ne peut pas se permettre d'en avoir un seul par rédaction. Moi, à l'époque où j'étais à la chaîne parlementaire, j'étais seule. On n'était pas très nombreux, certes, mais en fait, à un moment, on est dans l'incapacité de suivre tout ça. Donc, c'est comment aussi donner les moyens à ces rédactions-là de mettre un peu de faire ce choix, sachant qu'on est aussi, et ça faut le dire, dans une presse qui est en crise. Et là, on le voit bien avec le Covid, ça ne va rien arranger. Prestalis va certainement, en fait, est-ce que ça va être liquidé, repris, on n'en sait rien. Les recettes publicitaires pour les privés se sont effondrées à un point où, y compris chez les fleurons du privé, des grands médias, on se pose la question en fait de plan de départ, etc., etc. Là, en fait, la question, c'est comment on va financer ces espaces qui se créent pour faire, non pas, alors est-ce que c'est de la pédagogie, il va falloir trouver certainement un autre mécanisme, une autre terminologie, mais créer des espaces de débat autour de la dimension politique du continent européen et des enjeux européens, sachant qu'en fait, la presse de demain va être encore plus mise à mal que celle d'aujourd'hui et aura encore moins de moyens. Donc, comment faire en sorte d'articuler ces deux jambes de telle sorte à ce que, ok, on va avoir une européanisation et on le voit, et tu le disais, Edouard, c'est les affreux qui nous poussent à ça, mais en vrai, welcome. À partir du moment où ces affreux
au vu de ce qui s'est passé sur le Brexit, etc., déjà, en fait, les types sont capables de sortir de l'idée d'un Frexit, de sortir de la zone euro. Alors, on verra ce qui se passe en Italie dans les mois à venir, mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais on ne peut pas avoir ce cadre d'européanisation, de transnationalisation des débats, avec une population qui commence à saisir un peu les enjeux autour de tout ça, et ne plus avoir, en fait, d'espace de débat pur, journalistique, encadré, par des gens qui maîtrisent les sujets et qui peuvent interpeller les politiques sur ces questions-là. Et là, en fait, malheureusement, c'est ce qui va se passer. Donc là, en fait, typiquement, ça fait partie des deux jambes qu'il va falloir créer. D'autant plus, si je peux me permettre, de cette tendance, de par la précarisation aussi des journalistes, à cette tendance putaclic, hein, je me permets l'expression, cette tendance oui, au clickbait, au clickbait, à la malinformation, à la désinformation. Enfin, c'est-à-dire que je veux bien comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin de vivre, mais ça emporte des travers terribles. Bah, on l'a vu pour le coup sur le traitement du Brexit en Grande-Bretagne, où du coup tu te rends bien compte que vaut mieux faire un bon papier putaclic qui te rapporte en fait de la publicité en ligne que de faire un papier un peu fouillé que personne ne va lire entre guillemets. Tu vois, c'est tellement voilà, les dispositifs verticaux de viande. Attends, c'est ça, hein, ça fait vendre. Ou la taille des concombres, ce genre de truc, ça fait vendre. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle a fait l'Europe? Ah, l'Europe, elle nous emmerde. Hein. Ah, vraiment, l'Europe, elle nous emmerde. Ah ben non, mais en fait, c'est pas l'Europe. Hein. Quand il va falloir faire en sorte de trier le bon grain de livret, bah, il va falloir des journalistes un peu formés, qui soient capables de lire entre les lignes, etc., de voir les enfumages de tel groupe politique qui dit A à Paris, B à Bruxelles, etc. Enfin, voilà. Et tout ça, en fait, ça implique des spécialistes. Et on n'aura pas de quoi les payer, en fait. Et comme tu le dis, la précarisation du milieu est telle que là, déjà, je crois qu'on est juste entre Bruxelles et Paris, on doit être genre une quarantaine de journalistes français à être spécialisés sur ces questions. C'est que dalle. C'est que dalle au vu des enjeux. Mais en fait, c'est pour ça que du coup, tu peux avoir un discours politique double. Ce qui se passe en France depuis toujours, c'est pas nous, c'est Bruxelles. J'ai encore eu un exemple ce matin. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, en Allemagne, non. Non, quand même. Mais on a besoin, en plus, nous, on en a besoin dans notre travail parlementaire de ce rôle d'information. Parce que je reviens sur mon débat de société de tout à l'heure. C'est-à-dire que si on veut que le débat de société il revive au sein du Parlement européen autour des députés, on a besoin de la pression de la société civile. Et qui exprime la pression de la société civile, c'est les médias. C'est les médias. Et donc, le fait que les médias n'aient pas sous le radar ce qui se passe à Bruxelles, l'élection d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, c'est quoi? C'est 30 secondes, une minute sur les chaînes télévisées, dans un journal d'hiver. Et en plus, on parlait tout à l'heure des subtilités. Alors après, je ne veux pas être trop technique, mais entre Barroso, qui était très techno, très commission, et Juncker, par exemple, qui était surtout au service des grands États. Voilà, oui, mais Spitzenkandidat, donc c'est pas très au fait du code de déontologie non plus. Non, mais je suis d'accord, mais n'empêche que moi j'ai l'impression, même si je suis tout sauf un défenseur de Juncker, mais moi j'ai l'impression que l'élection d'Ursula von der Leyen, c'est quand même le retour à Barroso. Et donc c'est pas non plus un très bon message, mais pour que le citoyen européen comprenne ça, il faut que le décryptage il ait lieu par quelqu'un, il soit fait par quelqu'un. Je suis d'accord avec toi, Edouard, quand tu dis on a besoin des fachos pour dénoncer les accords de libre-échange et tout ça. Sauf que là aussi il faut un décryptage, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait les mêmes motifs qui font que nous on est contre les accords de libre-échange et eux sont contre les accords de libre-échange. On est d'accord sur l'obligation ou la nécessité de repousser ces accords-là, mais ce n'est pas les mêmes ressorts, ce n'est pas les mêmes motivations. C'est le même sujet. Si on revient sur ce qui s'est passé en France avec le référendum sur la Constitution européenne, on a besoin d'expliquer pourquoi une partie de la population a voté non à cette Constitution européenne, qui était une partie de la population
qui rejette l'Europe, donc qui est une population europhobe, et des gens plutôt comme moi qui sont très europhiles et qui ne se reconnaissaient pas dans cette constitution et qui donc ont dit mais nous on veut de l'Europe mais on veut pas de cette Europe-là. Et si on n'a pas les médias, les journalistes qui font ce travail de vulgarisation, d'explication des ressorts qui font qu'à un moment donné, aux deux extrémités, on a le même vote, mais pas pour les mêmes raisons, qu'on a des formations politiques qui n'ont rien à voir, mais qui se retrouvent sur le refus d'accord de libre-échange, on n'arrive pas à faire aimer l'Europe parce que ça devient illisible et donc ça nécessite effectivement des compétences et des relais médiatiques qui sont importants. Et j'insiste sur le début de cette intervention, sur le fait que moi je travaille sur la PAC en ce moment qui est en pleine réforme, on n'arrivera pas à faire bouger la politique agricole commune si on n'a pas la pression citoyenne. Et la pression citoyenne, elle vient d'où? Elle vient de l'expression des médias. C'est-à-dire qu'on ne fera pas bouger les conservateurs, on ne fera pas bouger les libéraux si par la pression médiatique, on n'arrive pas à faire monter la mayonnaise de l'attente sociétale et de l'attente citoyenne sur le sujet de l'agriculture qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, impacte le climat, impacte notre santé par l'air qu'on respire, par l'eau qu'on boit, par la nourriture qu'on mange qui sont souillées par des pesticides et des nitrates, qui impacte la biodiversité. Et je pense que là-dessus, tout le monde a pris conscience de l'effondrement de la biodiversité. Et si tout ça n'est pas expliqué, si on n'explique pas que la PAC, c'est le principal outil du Green Deal, s'il n'y a pas ce débat-là et si ce n'est pas montré à un moment donné par les médias, eh bien nous, les députés, on n'arrivera pas à faire basculer l'opinion publique et les libéraux et les conservateurs continueront de dire oui, mais ces pauvres agriculteurs, on ne peut pas les abandonner. Mais à quel moment, nous, quand on parle de climat, de biodiversité et de santé, on ne parle pas aussi du revenu des agriculteurs qui produisent notre nourriture. Et donc, ils peuvent continuer d'opposer des logiques économiques à des logiques écologiques, par exemple, alors que ce n'est pas du tout notre propos. Et la manière de les faire plier, c'est qu'ils sentent la pression citoyenne et le thermomètre de la pression citoyenne, c'est le relais médiatique que peuvent faire les médias sur ce qui se passe en Europe. Je sens, Nora, que j'ai... Ouais, parce qu'en fait, non, j'ai une petite incise là-dessus, parce que, tu sais, la pression, elle peut même être à l'envers. Et moi, je l'ai vu souvent, les journalistes, les médias peuvent être des suiveurs de la pression citoyenne. On l'a vu sur les néonicotinoïdes, on l'a vu sur le transport routier, on l'a vu sur le glyphosate, où du coup, en fait, cette dimension ultra technique, je vois très bien la manière dont certains confrères peuvent se dire c'est compliqué, on n'y comprend rien, etc. Il faut arrêter aussi de prendre le citoyen européen pour un tocard qui ne comprend rien et qu'on devrait infantiliser en lui disant non mais en fait vous êtes trop un con, donc on va faire notre petit règlement de notre côté, on va faire notre petite technique, notre petite tambouille et on va faire en sorte de rien démocratiser pour être sûr de pouvoir aller là où on veut sans qu'on ait trop de contrôle démocratique. Parce que ça aussi, il faut le dire aussi. Mais on a la chance, depuis quelques années, d'avoir des relais de pression citoyenne, que ce soit des ONG, que ce soit des lobbies, que ce soit des groupes de pression, des incarnations. Voilà, la grève du climat, il n'a pas fallu en fait que les médias se mettent en place. Je pense que là, on est même en train d'assister aujourd'hui à un renversement de la temporalité des actions en fait, qui conduisent à la pression politique. Avant, c'était les médias qui se coupaient un truc, et puis du coup, il y avait une pression médiatico-citoyenne. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une pression citoyenne qui peut être lancée par des lobbies, par des structures, etc. Et donc, le glyphosate, par une jeune fille de 16 ans. C'est ça, exactement, Greta. Merci, Greta. Et du coup, les médias se retrouvent à la masse derrière à devoir suivre un espace de pression qui a été créé, mais presque ad hoc, quoi. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce qui se passe, c'est que de fait, la pression aujourd'hui, elle vient des réseaux sociaux, elle vient d'une société civile qui se structure au travers en fait de sillons et d'objectifs communs extrêmement tiny, là, mais très précis. Mais je pense qu'il y a quelque chose en fait à créer et les médias derrière suivent parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'en fait, finalement, faut être tendance. Tu es obligé à un moment de te faire l'écho de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et d'une pétition qui va faire
1,5 million, celle de Marie Toussaint, qui avait été initiée en partie par Marie Toussaint sur le climat. Notre affaire Notre affaire à tous. Voilà, L'affaire du siècle. L'affaire du siècle, pardon. Voilà, je cherchais. L'affaire du siècle. À partir du moment où vous avez 1 million, 1,5 million, 2 millions de signataires, vous ne pouvez pas passer. 1,5 million en l'occurrence. Ouais. Voilà, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Pareil sur la réforme des retraites qui avait été en partie initiée par Caroline de Haas, etc. Enfin, on voit en fait qu'aujourd'hui, il y a des leviers de pression qui peuvent agir sur la sphère médiatique qui ensuite fait caisse de résonance. Mais si on m'avait dit il y a 10 ans qu'on se serait pris de passion pour les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles ou sur le glyphosate et sur les réunions en fait, de spécialistes qui allaient conduire à est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 10 ans, etc., et que le citoyen allait s'intéresser à ça, j'aurais pas donné, voilà. Mais on voit bien qu'en fait, les choses sont en train de changer et que votre allié en tant qu'élu n'est pas que le journaliste, c'est aussi le citoyen et vous avez la possibilité aujourd'hui, via des relais, de faire ces effets de levier. Et les deux s'auto-alimentent. Enfin, là on est sur la réforme de la PAC et on essaie de travailler sur des stratégies pour essayer de repousser cette réforme de la PAC. C'est mon actualité, donc j'en parle parce que c'est... Et là, on envisage avec mon ami Claude Bruffac, qui est aussi député vert et qui est l'ancien président du réseau des Biocoop, on essaie d'imaginer ce qu'on appelle une initiative citoyenne européenne. Et le principe, c'est qu'il faut qu'il y ait 1 million de signataires et que ces millions de signataires représentent au moins 7 pays de l'Union européenne. Et là, bien sûr, on va avoir besoin des médias pour nous dire expliquer au reste du monde que cette ICE est lancée et qu'il faut la signer parce que c'est important pour tout le monde. Mais si l'ICE fonctionne, et ça rejoint ce que tu disais, Laura, les médias ne pourront pas occulter le fait que, et ça rejoint l'histoire de Marie Toussaint et de l'affaire du siècle, c'est que si l'ICE fonctionne, les médias seront obligés de le relayer. Et là, moi, je reviens sur le travail parlementaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la société civile participe à l'ICE, devient signataire de l'ICE, de l'initiative citoyenne européenne, que les médias le relaient, et plus les médias le relaient, enfin, on voit bien que ça, c'est un effet boule de neige. Mais moi, je reviens sur le moment où on va discuter de la PAC en séance plénière. Et au moment de la séance plénière, si l'ICE a fait plus d'1 million de signataires avec 7 pays représentés et que les médias s'en sont fait l'écho, on crée une crispation politique autour du sujet. Et donc, y compris les libéraux, y compris les conservateurs, y compris ceux, parce que je n'ai pas parlé des lobbies aussi, parce que ça aussi, c'est important. Il faut qu'on en parle de la raison pour laquelle il y a cette détestation de l'Europe. C'est que la commission dont on a parlé est quand même très sensible à la pression des lobbies. Et donc, et au Parlement européen, on a aussi des familles politiques qui sont sensibles aux lobbies, qui sont dans des logiques corporatistes et pour ne pas dire clientélistes. Eh bien, ceux-là, on peut les mettre en difficulté parce que la société civile s'insurge et s'exprime par les médias, mais aussi par ce type d'ICE, et dénonce l'attitude de ces gens-là. Donc, c'est des choses qui s'auto-entretiennent l'un l'autre et qui fait qu'on arrive à des résultats qui peuvent être intéressants. Enfin, moi, je crois en ça, en tout cas. Ou peut-être un peu plus créer nos propres modèles de lobbying. Je suis un petit peu plus sceptique par rapport à l'ICE, mais bon, c'est peut-être parce que c'est un sujet que j'ai étudié. Et comme ça devient un règlement européen, je trouve que ça trahit malheureusement l'origine bottom-up de l'ICE. Sa traduction en règlement fait que ça redevient un top-down et on peut rapidement oublier ce chemin qui a... C'est mon avis. Oui, on est d'accord, et après ça peut être casse-gueule aussi parce que si on lance un ICE et qu'on n'atteint pas le million de signatures ou les conditions pour qu'il puisse impacter, on peut nous renvoyer en boomerang le fait que vous voyez bien que la société civile elle n'est pas au rendez-vous, donc c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'au moment où on le lance, on n'a aucune certitude du résultat. On n'est pas sûr de faire le coup qu'a fait Marie Toussaint avec l'affaire du siècle, hein. On n'est jamais sûr de notre coup. Mais c'est vrai que ça marche, ce genre de choses, sur des choses voilà, autour des questions environnementales, etc. Ça a le mérite, en fait, de... Voilà. Après, je ne suis pas certaine que sur, au hasard, une capacité d'endettement commune, on arrive à rassembler
beaucoup de gens, je ne sais pas. Mais peut-être, je me Le trompe. phénomène, juste un mot, le Ouais. phénomène des ICE est très intéressant. Pourquoi? Parce que on part du principe justement que ça doit être, comme tu l'as dit très justement, le principe c'est du bottom-up. Mais très franchement, qui est capable de lancer une telle initiative avec les conditions qui sont celles-ci? On en a des exemples même nationaux. Le référendum ADP, 4,5 millions sans une structure organisée pour l'obtenir, on les a pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Ils ont pas eu. Néanmoins, il y a eu suffisamment de mouvements derrière pour que la mobilisation passe pas inaperçue. Sur les ICE, c'est à peu près la même chose. Le problème de l'ICE, c'est qu'on voulait faire de la démocratie participative avant de s'assurer qu'il y avait une véritable appropriation des institutions. On a mis la charrue avant les bœufs. Mhm. Ou bien on a fait ce qu'on sait faire le mieux au niveau européen, c'est qu'on a fait en fait du On a inventé une procédure. Non, oui, c'est ça, on fait du mi-cuit, Ouais. c'est-à-dire qu'on fait des choses à moitié. Ouais. On fait la mutualisation de la monnaie, mais pas la mutualisation des dettes. On fait un système d'asile qui met tout le fardeau sur les pays premiers d'accueil. Enfin, vous voyez, c'est à peu près toujours le même truc. Donc, le CI, ICE, c'est à peu près la même chose. Il y a quelque chose qui ressort de ce qu'on est en train de dire tous les trois, avec des mots et des perspectives différentes, mais qui est à peu près la même chose. Le véritable objet, c'est comment est-ce qu'on construit une communauté politique. Une communauté politique, on la construit avec des histoires. Le plébiscite quotidien, ça c'est bien pour les dissertations de philo, mais ça n'existe pas en fait. Le vrai truc, c'est qu'est-ce qui rassemble les gens? Qu'est-ce qui fait qu'on se rassemble? Qu'est-ce qui fait qu'on se rassemble? C'est qu'on va écouter une histoire ou qu'on va la raconter. Mais c'est ça en fait, que ce soit sur la place d'un village africain, dans une salle de cinéma français ou simplement entre nous, on se raconte des histoires. Et on Ou se un raconte bon des histoires. repas, si je peux. Mais oui, mais ça c'est parce que c'est français. Mais tu Mais- vois, c'est pas nécessairement le cas en Allemagne. Si, quand Ah, il même. y a des différences culturelles là-dessus. Mais peu importe, ce que je veux dire, c'est que la construction d'une communauté politique, elle se fait autour des histoires partagées. Donc, on a un double problème là sur la question européenne. Le problème, c'est qui raconte les histoires. Si Ouais. c'est les institutions, on n'en a rien à foutre. Mm-mm. On a raison, parce que c'est pas très intéressant. Et donc, qui est-ce qu'on écoute? On Ouais. écoute les gens qui viennent nous raconter que ça va pas. Ils viennent nous raconter que ça va pas, parce que ça nous intéresse. C'est apocryphe. Tolstoï disait il y a deux types d'histoires. Il y a l'histoire du type qui arrive en ville, et puis il y a l'histoire du héros qui part sur une quête. En gros, c'est Clint Eastwood ou Bilbo le Hobbit. Il est évident que sur la question européenne, c'est plus Clint Eastwood, parce que Bilbo le Hobbit, dans les couloirs du Parlement européen, c'est compliqué. Alors avec Parlement, on a déjà un début, mais c'est compliqué quand même. Alors que c'est beaucoup plus facile d'arriver avec les Colts et de dire, moi je vais faire le ménage ici. On s'appelle Varoufakis ou Matteo Salvini pour prendre deux personnes, une que j'aime bien et une que j'aime pas. Voilà. Mais c'est à peu près la même idée. Et donc on écoute ce genre d'histoire. Bonne question. On écoute ce genre d'histoire parce que là, on a un Superman, c'est généralement des Superman, qui nous dit, moi, je vais tout nettoyer. Moi, je suis Hercule, je vais nettoyer les écuries d'Augias. On les écoute. Et puis, ça a l'air marrant. Et puis, il dit, oh, tu te rends compte du scandale, machin. C'est Drain the Swamp aussi qui a considérablement nourri la dynamique de Trump. Drain the Swamp, c'est-à-dire nettoyer le marais. C'est-à-dire se débarrasser de Washington, des bureaucrates, des lobbies et ce genre de choses. Nous, on chevauche le tigre. Je sais pas ça. Voilà, nous, on chevauche des tigres. Oui, mais uniquement avec les conditions médicales. Bref, le truc de raconter les histoires, c'est essentiel. Parce que, et c'est là où les médias ont leur rôle, mais pas seulement, c'est là aussi où les élus ont leur rôle, c'est là où tout le monde a son rôle. Qui raconte des histoires? Quelles histoires on raconte? Et qui on fédère derrière ces histoires? Qui on agrège derrière ces histoires? Voilà. Derrière ça, il y a le potentiel de l'intégration. Quand on raconte le fameux roman national, derrière cet affreux nom de roman national, moi je suis historien, donc évidemment quand j'entends roman national, j'ai les poils qui se hérissent partout, quoi. Mais derrière, il y a quoi? Il y a le fait qu'on se dit qu'avec le roman national, c'est-à-dire l'histoire nationale, on va rassembler tout le monde. Alors, on fait ça de façon totalement foireuse parce qu'on veut raconter qu'une seule histoire et pas toutes les histoires. Parce qu'il y a plein d'histoires. Le roman national, c'est aussi un roman noir, c'est un roman dégueulasse. C'est le roman de la colonisation, c'est le roman de l'esclavage, mais c'est aussi Valmy et Waterloo. Voilà, il y a tout dans le roman national.
Donc, il faut être capable de raconter des histoires qui agrègent et de savoir qui on veut agréger par ces histoires-là. Monter à l'assaut de la citadelle avec les affreux, c'est une histoire. Défendre la citadelle contre les affreux, c'est aussi une histoire. Je vous laisse deviner qui va gagner dans ce truc-là. Le vrai truc, c'est quel type d'histoire on va raconter. Eh bien, c'est pour ça que moi, je plaide toujours, que ce soit dans les textes que je fais ou dans les discours que je tiens, moi, je ne suis pas élu, hein, je suis un homme d'idées d'abord, eh bien, c'est le fait de politiser, parce que la politique raconte des histoires. Elle raconte ce genre d'histoire, elle raconte des histoires de mobilisation justement de citoyens pour un air ou une alimentation plus saine, ou hélas, de citoyens contre l'islamisation de l'Europe. Ça marche dans tous les sens. C'est ça le truc, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a que un type d'histoire qui va être racontée. Toutes les histoires seront racontées, y compris celles qu'on n'aime pas. Donc il faut être armé avec des histoires beaucoup plus belles, beaucoup plus mobilisatrices pour faire en sorte que justement ça ne soit pas simplement ceux qu'on n'aime pas et les affreux qui tiennent le haut du pavé. Alors, il nous reste 20 minutes et j'ai quand même des questions du public, Ah bon parce que je sais qu'on passe un super moment, mais il y a aussi un public qui se pose des questions, Mais oui, qui et transmet on des l'embrasse. questions. Alors, je vais essayer de combiner un petit peu ce qu'on me transmet là. Politiser l'affaire, d'accord. Pour une large partie de la population, c'est-à-dire que si on cherche des solutions pour mêler population rurale, population citadine, on peut le retrouver donc dans ce récit, dans ce roman national ou européen qu'on essaierait de grimper. Mais il y a d'autres populations qui, a priori, semblent extérieures même à toute tentative de politisation et même à tout effort de la sphère médiatique. Ça reste quand même les populations se sentant par nature et par culture exclues. Donc, on a commencé tout à l'heure avec les dites banlieues ou quartiers populaires avec Nora, mais on me pose aussi la question des populations roms. Ah, mais ça, c'est un sujet absolument fondamental. C'est comment réussir à créer du récit avec des gens, en fait, qu'on a toujours exclus de tous les récits, Ouais. pas spécifiquement du récit européen. Mmh. Mais là où et d'ailleurs, c'est super cette question, parce que c'était exactement ce que je voulais répondre à Edouard. Mais oui, mais tout ça est très, très fluide, vous êtes parfait. C'est que j'entends quand on dit il faut créer du récit, il faut faire en sorte de politiser, etc. Mais ça, c'est encore des histoires de citadelle. Et en fait, à un moment, il faut que le récit, il y a un récit qui va être construit par la citadelle, mais il y a aussi le récit qui doit être construit par la cité. Et c'est pas un récit, c'est autant de récits d'individus. Ouais. Et en fait, à un moment pour ça, il va falloir qu'on se donne les moyens de faire de l'éducation, ce que j'appelle de l'éducation populaire à dimension européenne, c'est-à-dire de prendre des gamins en bas d'immeubles, qu'ils soient en zone rurale, que ce soit sur des ronds-points, de périphérie de centres métropolitains, que ce soit en quartier populaire, dans la banlieue de Berlin, de Plovdiv, que ce soit en ghetto rome, soyons clairs, et qu'en fait, on les aide à écrire ce récit. En fait, la question de l'appropriation du récit, c'est comment permettre, en créant des espaces de récit, quels qu'ils soient, que ce soit des récits nationaux, etc. Moi, je fais des ateliers de ce genre depuis 10 ans. À partir du moment où on crée l'espace de création du récit, les gens s'approprient ce récit. À nous de conduire ces espaces pour qu'il y ait une dimension européenne à ces récits. Et en fait, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir, je vous le dis, expérimenté l'Europe. Il faut avoir passé une frontière, il faut avoir payé dans la même monnaie en ayant pris un avion, il faut avoir joué au foot avec des gamins d'une banlieue autrichienne qui en fait vous ressemblent pas, mais avec qui vous partagez finalement la possibilité de faire un bœuf si vous êtes musicien, de jouer au foot, de taper un basket ou de faire autre chose. C'est comment vous créez des croisements de récits, comment vous créez des croisements de vie qui feront à un moment que vous pourrez créer du récit collectif. Et ça, en fait, à un moment, va falloir se donner les moyens de faire cette dentelle au plus près des gens. On ne pourra pas embarquer les gens en faisant des récits de là-haut, de la citadelle vers la cité. Ça ne marchera pas. Ce qui fait que du coup, on se retrouve avec des récits simplistes
qui sont souvent le récit des affreux, qui sont souvent des récits de rejet de, regardons là sur le Covid, c'est la figure de l'étranger, mais l'étranger n'est pas juste, il est devenu encore plus proche finalement. Avant, c'était celui qui venait d'Afrique subsaharienne et qui était un migrant économique, qui arrivait sur nos plages, ou alors le Syrien, etc. Là, c'est celui d'une zone verte quand on est en Autriche et qui vient du nord de l'Italie. Voilà, l'étranger, c'est quoi? La figure de l'étranger, quand vous allez dans le Vaucluse, c'est quelqu'un en fait qui vient d'un village qui est à 30 km ou le néo-rural qui a acheté sa résidence secondaire et qui vient de Paris ou de Strasbourg. C'est ça la réalité. Et en fait, pour recréer ce lien-là, il va falloir recréer des rencontres, des espaces de rencontres. Réinventer l'espace public. C'est ça. Réinventer l'espace public. C'est ce qu'on fait très bien les Gilets jaunes. Les ronds-points sont des espaces de socialisation et de politisation. Les réseaux sociaux sont des espaces. Exactement. Et en fait, à un moment, on a oublié ces espaces-là et il va falloir se les réapproprier, non pas venir et en fait se dire qu'on va planter notre drapeau comme les Américains sur la Lune en disant on est chez nous. C'est pas l'idée. C'est en fait à un moment comment remettre de la comment remettre dans ces espaces de récit, dans ces espaces de socialisation et de politisation, qui soient en bas d'immeubles, dans les champs, en quartier populaire, sur des ronds-points, partout, des espaces en fait où il va y avoir un autre travail à faire en fait autour de ces questions, de faire en sorte de permettre aux gens de conscientiser ce que l'Union européenne permet. Parce que là, en l'état, moi je l'ai fait pendant le grand débat, on a fait des débats sur les questions européennes pendant le grand débat que Emmanuel Macron avait lancé, que je trouve pour le coup hyper bien comme idée, parce que ça a permis de créer ces espaces, et quand on crée un espace, il ne se referme pas. Et après, je me tais. Et ce qui était génial, c'est qu'on a décidé, en fait, dans le centre social et dans la MJC dans laquelle j'étais, de faire des trucs sur les questions européennes. C'était génial, parce qu'en fait, les gens, à la fin, me disaient « Putain, c'est bien, parce qu'en fait, on a compris des trucs qui étaient hyper compliqués, et on voit bien qu'en fait, on nous dit « Ah, c'est pas nous, c'est Bruxelles, mais en fait, Bruxelles, c'est nous, etc. etc. » Juste créer ces espaces-là, en fait. Exactement. Déjà. C'est pour ça, oui. Sur la PAC, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que il y a un grand débat national qui va avoir lieu sur quelle agriculture on veut demain. Génial. Alors, il devait avoir lieu là en ce moment, là. Pour des raisons que vous connaissez, il est repoussé. Oui. Je pense qu'il va être organisé sur les 2 mois d'octobre et novembre en France. Mais c'est ça, et je pense que ça, c'est le bon outil pour effectivement apporter cette appropriation, que tout le monde se sente concerné, effectivement. Oui, pour surpasser l'échec des États généraux sur l'alimentation, je me permets une petite pique. Oui, nous avons le même problème, puisque Europa Nova, avec la représentation permanente de la Commission européenne en France, organise des débats délibératifs dans toutes les régions métropolitaines. Nous avons explicitement viser les villes moyennes. Vous avez vu, c'est un sujet pas assez souvent soulevé, je trouve. D'ailleurs, comme les populations roms, j'en profite aussi pour répondre un petit peu aux questions qui se posent. 10 millions de Roms en Europe. Effectivement, c'est une question capitale. Effectivement, c'est une question qu'on laisse terriblement de côté. C'est une question aussi qui mérite une certaine expertise, je veux dire, si on veut vraiment parler de l'exclusion en tant que telle. Aujourd'hui, voilà, j'en profite pour répondre un petit peu aux participants. Mis à part imaginer des actions ponctuelles où on pourrait intégrer ces populations-là, qui à la fois se sentent exclus et sont exclus depuis des temps malheureusement immémoriaux, on ne peut pour l'instant compter que sur le one shot, comme on dit en bon français. Donc pour terminer peut-être, pour essayer de compiler un petit peu les dernières questions aussi, créer un nouvel espace public de façon à ce qu'il n'y ait pas de mésentente sur les promesses de l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Quelles promesses peut-elle faire l'Europe? Ou est-ce qu'il faut arrêter de croire à des promesses de l'Europe? Et il vaut mieux peut-être s'en saisir de façon à créer ses propres rêves européens, son propre European Dream, après tout. Soyons fous. Alors, le rêve européen, le problème, c'est que c'est une des difficultés du fonctionnement de l'Union européenne, c'est que tout le monde n'a pas le même rêve.
et que on est sur un échiquier politique où pendant la période électorale, chacun parle de son Europe idéale, et genre, je fais partie de cela. Mais l'Europe idéale que nous, on a développée n'est pas forcément la même que celle de M. Macron, que celle de M. Bellamy, ou pire, plus à droite, ou à gauche, où parfois on a des situations très à gauche où on se pose la question de est-ce qu'il ne faut pas sortir de cette Europe. Enfin, ça va jusque-là. Donc, il faut être vigilant sur ça. C'est-à-dire que tout le monde parle d'Europe, mais tout le monde ne parle pas forcément de la même Europe. Et là, très concrètement, tous les élus au Parlement européen siègent dans le même hémicycle, représentent la même institution européenne, mais avec des visions complètement différentes. Et aucun, et c'est la différence avec, et c'est aussi ça qui crée la confusion, c'est-à-dire que dans notre culture nationale, on a l'habitude d'avoir une Assemblée nationale ou un Sénat ou une formation politique, ou en tout cas des formations politiques proches détiennent la majorité absolue et donc ont les pleins pouvoirs quelque part pour orienter les politiques publiques. Quand on est au Parlement européen, aucune formation politique ne peut se vanter d'avoir la majorité absolue. Et donc à partir de là, ça nécessite de trouver des terrains d'entente, des conciliations qui font que parfois on est obligé de tordre un peu notre rêve pour réussir à constituer une majorité, non pas sur le meilleur projet, mais sur le moins mauvais. Et ça aussi, c'est toujours un peu délicat à vendre à des gens qui idéalisent une Europe. Parce que le projet idéal, personne n'a la majorité pour le porter. Alors chacun avec sa conception du projet idéal, on est d'accord. Mais nous, si je prends l'exemple de nous les Verts, on représente 10% du Parlement européen. Donc on a notre conception de l'Europe, on l'adore, notre conception de l'Europe, on l'adore, on aimerait bien qu'elle soit celle qui gagne la majorité, mais quand on passe au vote, eh bien, on représente 10% des voix. Et donc pour de temps en temps faire passer une idée qui correspond à notre idéal, eh bien, on est obligé de raboter ici ou là pour que viennent se joindre à nous des formations politiques sur notre gauche ou sur notre droite. Et ça, c'est quelque chose aussi avec la culture franco-française de ce qui se passe au Parlement ou au Sénat. C'est difficile parfois à expliquer. Donc là, encore une fois, il faut faire de la pédagogie. Et il faut comprendre ça. Et ça, c'est pratico-pratique ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que, voilà, moi, si je reviens sur la PAC pour rester sur le fil conducteur, moi, j'ai ma propre idée de la PAC idéale. Et en plus, c'est mon côté scientifique, parce que moi, au départ, je suis un scientifique. Je ne construis pas la PAC. Justement, j'ai parlé tout à l'heure de logique corporatiste ou simpliste ou clientéliste. Moi, je ne construis pas la PAC sur la base d'un avis, sur la base d'une impression, d'une supposition, d'une intuition, de certitude ou de croyance même, parce que ça va jusque-là. Moi, j'essaie de construire la PAC sur la base d'un raisonnement un peu technique et scientifique qui consiste à faire le constat à l'état des lieux de ce que la PAC a amené depuis qu'elle existe en termes de construction ou de déconstruction. On a perdu 50% des paysans en 20 ans. Je ne connais pas un plan social qui a été aussi terrible que la politique européenne autour de l'agriculture. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on invente une autre PAC? Et donc là, on a des données scientifiques, des données techniques qui nous permettent de dire, pour endiguer ce phénomène-là, pour que l'agriculture intègre une approche globale qui parle de changement climatique, de biodiversité, de ressources, de santé, il faut qu'on mette en place un outil qui fonctionnerait comme ça. Donc là, c'est très objectif, sauf qu'on bute sur des logiques clientélistes et corporatistes qui sont pilotées par les lobbies et dont certains élus continuent de croire et d'alimenter et de faire leur fond de caisse politique, si je puis dire. Et là, on revient sur le rôle des médias et sur le rôle de la société civile. On va finir par tourner en rond, mais voilà, c'est ça qu'il faut entendre aussi. Mais on peut peut-être imaginer un récit en médiatisant un petit peu plus le travail en commission. Enfin, là, je fais partie de ces gens qui estiment que le travail parlementaire de fond mériterait beaucoup plus d'intérêt à la fois de la part des journalistes que de la part des chercheurs un peu et encore pas assez.
rendre un petit peu plus public vos prises de bec en commission, en fait. Ouais, mais enfin, oui et non. C'est-à-dire que moi, je pense que, encore une fois, sur le sujet sur lequel je travaille en ce moment, la commission est justement le repère de tous les corporatistes. Donc, Mais justement, on les verrait. Ah oui, On s'en rendrait compte. C'est clair On qu'on les s'en voit rendrait bien, hein. compte. Oui, mais c'est exactement pour ça. On s'en Alors, rendrait dit comme compte. ça, on est d'accord. C'est pour contrebalancer en plus avec la non-publicité des débats au Conseil, j'ai fait passer mon message. Édouard, Nora, pour les quelques minutes qui restent, s'il vous plaît. Je vais faire un mot de conclusion, en fait, Ouais. pour reprendre cette idée qui nous a servi aussi de fil conducteur, qui est celle du récit. Je suis entièrement d'accord avec toi, Nora, évidemment. Ça ne peut pas être un récit administré. Si c'est un récit administré, on est dans le ministère de l'Identité nationale et on sait très, très bien que ça ne peut pas fonctionner. Et c'est non seulement ça ne peut pas fonctionner, mais ça crée en fait exactement le contraire de ce dont on est en train de parler tous ensemble, c'est-à-dire des récits agrégateurs. C'est pour ça que je parlais de ces différences-là. Donc, moi, je crois que il faut se poser la question des conditions de la production du récit. En gros, est-ce que c'est un beau mensonge, pour parler comme Platon? C'est-à-dire, le beau mensonge, c'est celui de l'autochtone, c'est-à-dire le fait de la nation. On va dire aux gens qui sont nés ici, et donc ils seront attachés à la terre, et donc ils vont la défendre. C'est ça le beau mensonge de Platon dans la République. Est-ce que c'est un beau mensonge? Est-ce que c'est la fin de l'histoire? C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, on va aller au paradis ensemble. Vous avez là le récit eschatologique, le récit de l'Église, en fait, ou le récit des grands monothéismes, où si on mène une belle vie ou si on se fait sauter au milieu des infidèles, on aura une vie idéale. Ou alors, est-ce qu'on est dans un récit polyphonique, où on construit ensemble, on parle ensemble? Un peu, je suis désolé, je ne suis pas anthropologue, mais un peu à la société primitive. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on parle ensemble pour fabriquer l'histoire ensemble? C'est bien de ça dont il s'agit. Or, on a jusqu'ici que des points, des pôles en fait administrés, que ce soit administré par la télé, que ce soit administré par un ministère, que ce soit administré par des tribuns. On n'a que des récits univoques. Ce dont on a besoin, c'est de récits plurivoques, symphoniques en fait, en quelque sorte, symphoniques au sens propre du terme. Et c'est là où toutes nos histoires de lasagne, d'identité, histoires de récits partagés, toutes nos histoires de politisation, où on va voir à la fois du conflit naître et puis se résorber, du dissensus apparaître et puis se résorber aussi, parce que c'est ça en fait. On va voir de l'histoire. Il faut résister à toutes ces tentations-là. Il faut donc de la transparence, il faut qu'on parle en toute transparence, en toute honnêteté, il faut qu'on parle de nous, ensemble, sans vouloir qu'il y ait une voix qui prenne le pas sur les autres. Et il faut qu'on parle en fait de tout ce qui fait de toute la complexité du réel. Et là, on va fabriquer des récits agrégateurs et des récits dans lesquels l'Europe aura sa place comme toutes les autres dimensions, mais elle n'aura ni plus ni moins. Ça ne sera pas l'Europe qui écrase toutes les nations ou toutes les autres, ou bien l'Europe qui se défend contre. Ça sera l'Europe comme une des couches de la lasagne. Et ça me plaît beaucoup parce que même si je suis plutôt végétarien, je trouve que les lasagnes, c'est pas mal. Voilà, oui, ça suffit. Mais fondamentalement, on est bien sur du récit partagé et pas simplement du récit administré. Voilà, moi, je m'arrête là-dessus. Nora? Non, mais je souscris complètement à ce que disait Édouard. Je dirais juste que, alors déjà, il existe les lasagnes végétariennes, hein, tout est possible. Ouais. Mais après, voilà, je mettrais juste un petit point d'attention qui est méfions-nous de notre capacité en fait centralisatrice à construire du récit depuis la citadelle. Voilà, et d'oublier en fait la cité. C'est ce qui nous a conduit en France parce que on est dans l'incapacité à se décentrer dans un État jacobin, en fait, à oublier ce qu'on appelle de manière un peu, dans un doux euphémisme, les périphéries. Les périphéries, voilà. Il y a Paris, il y a la province. Maintenant, en fait, on parle des périphéries. En fait, personne n'est périphérique dans cet espace à créer. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est comment permettre aux institutions, aux élus, aux techniciens, à tout le monde, à tous ceux qui participent en fait de ce collectif qui crée du politique, de se décentrer et de ne pas penser depuis leur citadelle. Voilà. En fait, à un moment, alors peut-être que j'ai un schéma des années 70, mais à un moment, il va falloir
réinvestir des usines, si tant est qu'il en existe encore, réinvestir des chaînes d'abattage, réinvestir des centres commerciaux. Il va falloir réinvestir les champs, les places de marché, les bas d'immeubles. En fait, à un moment, c'est comment recréer des espaces politiques qui ne soient pas juste des espaces éruptifs en mode rond-point qui soient dans la colère. Voilà. Oui. Si on ne veut pas revoir ça d'un point de vue plus large au niveau européen, parce qu'on voit que voilà, c'est ce qui se passe partout, cette nécessité de se décentrer, elle est fondamentale et je pense que honnêtement, si on ne fait pas ça maintenant, et dans quelques temps, ce sera trop tard. Voilà. Mais c'est tout. Voilà. Merci. Alors, je pense qu'étant donné l'actualité pandémique, on va plutôt penser à l'espace public dématérialisé dans un premier temps. Hein, comme on m'a fort justement soufflé comme conseil, il faut aussi occuper l'espace numérique parce que sinon il y a des gens beaucoup moins bien intentionnés qui l'occupent l'espace numérique et qui n'ont aucun scrupule à le faire. Donc tant que nous sommes restreints en termes de déplacements, rencontres, voilà, hein, ces débats que nous apprécions à réunir 20, 30, 100 personnes qu'on fait avec des étudiants. C'est facile de réunir 100 étudiants finalement en Europe justement, c'est limité ou c'est même proscrit pour un certain moment, donc occupons l'espace numérique, faisons la part belle aux idées divergentes et n'hésitons pas à faire la lumière, je pense en effet sur ces intérêts divergents et quels sont les arguments à chacun et pas juste dire ah oui non mais c'est les lobbyistes qui ont géré ça et on fait une boule de papier et puis on jette le truc. Non, c'est pas exactement comme ça que ça doit se passer, ce n'est plus comme ça que ça doit se passer. En tout cas, je vous remercie, il est 20h00, c'est extraordinaire. Bravo, c'était très bien. Merci beaucoup. Au revoir Benoît. Bravo à tous. Merci. Et à bientôt.